Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Eurobois 2018, et là nous allons parler de design. On va se poser la question de savoir en quoi le design est essentiel à l'attractivité du bois, et du bois normalement dans l'aménagement intérieur. Avec moi Nicolas Vizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Atlan-Bois. Atlan-Bois en quelques mots? Atlan-Bois, c'est la filière forêt-bois en Pays de la Loire. On représente les entreprises de l'amont à l'aval de la filière sur toute la région des Pays de la Loire. À côté de vous, monsieur Dominique Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FBIE, France Bois Industrie Entreprise. Pareil, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire une carte d'identité de la FBIE? Alors, FBIE, ce sont le regroupement de l'ensemble des organisations professionnelles recouvrant l'aval de la filière bois, comme l'ameublement, la pâte à papier, le bois construction, le panneau de process, mais également la Fédération nationale du bois au travers de la deuxième transformation dans la scierie. En face de vous, monsieur Philippe Jarnia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des marchés à l'ameublement français. Petite carte de visite de l'ameublement français. Oui, alors je passe sous la surveillance de mon président, puisque Dominique Weber est aussi président de l'ameublement français. Fédération, organisation professionnelle, 350 adhérents dans l'ameublement, aussi bien professionnel que domestique, en français. À côté de vous, Philippe Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en design et innovation à l'École supérieure du bois, et vous êtes là-bas responsable de promotion d'ingénieurs en apprentissage, c'est ça? Absolument, oui. C'est-à-dire que l'École du bois de Nantes a 25 ans sur site, mais déjà 60 ans en région parisienne précédemment. Et c'est une volonté des industriels de la filière. Et à chaque fois, nos formations essayent de rendre au maximum service aux industriels. Alors, je vais vous poser la même question à tous. On va commencer par vous, allons-y. En quoi le bois est intéressant pour le design et inversement, en quoi le design est intéressant pour le bois? Le bois est un matériau extrêmement versatile, c'est-à-dire il peut aller dans toutes les directions, il peut être à la fois dans des cagettes et dans des violons, donc il est connu depuis l'Antiquité, il n'a pas besoin de monter à des températures de 1600 degrés pour être transformé ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un matériau assez fantastique et qui se prête à énormément de choses. Donc ça, c'est pour l'aspect, je peux tout faire avec le bois. Beaucoup de choses et depuis longtemps. Monsieur Jarnia, sur cette question de l'intérêt du bois pour le design et inversement de l'intérêt du design pour le bois. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'effectivement le bois aurait pu être mis en cause par rapport à un certain nombre de nouveaux matériaux il y a une certaine époque. Et puis on a reparlé de modernité, on a reparlé d'art de vivre, on a parlé de confort, on a parlé d'éco-conception et de recyclage. Et d'un seul coup, le bois est revenu à la mode. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il est assez intemporel. Parce que le bois a eu un côté un petit peu ringard, c'est ça? Oui, absolument. Les chapeaux de gendarme en chêne massif, toute une période effectivement qui a marqué notre époque. Voilà, où on achetait des chambres à coucher complètes, des salles à manger complètes, etc. Et puis il y a un nouveau créneau qui s'est ouvert avec des nouvelles formes de bois, des panneaux, des nouvelles finitions, des plaquages, et puis tout un tas de nouveaux matériaux, ce qui a redéveloppé un intérêt pour ce matériau-là. Voilà, un matériau un peu passiste, puis qui finalement a retrouvé une grande modernité. Absolument, absolument. Monsieur Weber, sur cette question de l'indispensable, de l'un et de l'autre, qu'est-ce que le design apporte au bois? Alors, le design dans l'aval du bois, quand on parle par exemple les panneaux de process, il est clair qu'aujourd'hui, les panneaux de process ne répondent pas simplement à une question volumétrique pour répondre aux problématiques du bâtiment, de l'agencement, mais il y a une vraie volonté aujourd'hui de travailler par exemple sur les décors. Et le design, effectivement, est un excellent prescripteur aujourd'hui de la créativité et de l'innovation par exemple dans le panneau. Mais gérer la même chose dans le bois construction aujourd'hui. Construire une maison aujourd'hui en bois n'est pas forcément une fin en soi. Construire une belle maison aujourd'hui est un signe tout à fait intéressant pour le marché. Et en tout cas, le consommateur de bois dans la construction bois attend beaucoup de design dans son habitat.
Et puis j'irais même pour nos amis de la pâte à papier aujourd'hui, même dans le papier aujourd'hui, on recherche le design décoratif. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable et le bois a toujours été lié à cette fonction de design de beau et de se sentir bien en voyant le bois. Oui, en tout cas, jusqu'à présent, le bois n'avait pas cette notion forcément. Le design n'était pas forcément très bien perçu. Peut-être un peu plus dans l'ameublement, on en a parlé. Dans d'autres métiers de l'aval de la filière, c'était pas forcément quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a décidé collectivement de lancer une grande action collective autour du cadre de vie Demain le bois, et de réfléchir ensemble collectivement ce que est le matériau bois aujourd'hui et ce que peut amener le matériau bois en termes de design autour des produits, que ce soit dans l'ameublement, mais également dans le panneau de process ou la construction bois. On va plus loin que l'ameublement. Nicolas Vizier, pour vous, qui est-ce qui est indispensable à l'autre entre le design et le bois? Comment le... Pour moi, j'ai l'impression que le bois s'était un petit peu ringardisé. Il avait perdu de sa superbe. Et ce qui a été assez intéressant pour nous à Nantes, c'était aller chercher des jeunes scénographes, des designers, des jeunes architectes. Et tout d'un coup, ils se sont réemparés du matériau. Ils ont raconté une autre histoire. Et ça nous intéresse beaucoup parce que, alors qu'à un certain moment, on se disait, tiens, est-ce que c'est pas un matériau du passé? Tout d'un coup, avec l'aide de cette jeunesse, de cette créativité, de nouvelles idées, on arrive, par exemple, on a des jeunes qui ont travaillé sur les luminaires et le bois. Et on est sorti complètement du cadre. Et là, on raconte une nouvelle histoire. On repart vers la créativité, le modernisme. Et là, tout est gagné pour nous à ce moment-là. D'accord. Modernité, innovation. On doit innover quand on parle de design. Qui est la poule de l'œuf, on va dire, par rapport à ça? Le design est un des moyens qui permet de faire de l'innovation. Donc la pensée design, le design thinking, une approche décalée, le pas de côté, tout ça c'est des moyens qui font que la production va finalement être hors de la routine. Et c'est ça que le design met en avant. Être en dehors de la routine, proposer quelque chose de nouveau, d'agréable à la vue, à l'œil, à l'ergonomie, c'est ça? Absolument. Et même dans le sens, raconter une histoire, comme disait Nicolas, c'est vraiment proposer une expérience nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience nouvelle, par exemple, de quelque chose qui vous a marqué très concrètement? Je sais pas. Il y a plein de projets différents. Voilà, là. Dans un projet, par exemple, qui vous semble exemplaire sur le sujet. Ce qui me semble exemplaire, c'est des modèles de chaises qui sont réfléchis. Alors, j'ai ni la photo, ni le nom, ni l'année, mais réfléchis de façon très décalée, très originale. L'équivalent du sacco qui est en billes de polystyrène, mais à partir de petits picots de bois, comme des tis de golf, et ça sur quelque chose de basculant. Donc ça, c'est vraiment comme un bouchon de champagne, mais constitué à partir de petites aiguilles, tout en bois. C'est quelque chose qui est une approche très esthétique, décalée, nouvelle et réutilisation de... Le concours, qui était un concours à Amsterdam, c'était comment un certain nombre de designers pouvaient tirer parti d'une grume de peupliers, je ne sais plus exactement. Et ça, c'était une des réponses que j'ai trouvées très bien. Voilà, qui montre la modernité du matériau. Voilà. Monsieur Jarnia, peut-être un exemple? Un petit complément, oui. Il y a deux événements qui se sont passés depuis un peu plus de 10 ans. Le premier, c'est... la personnalité du designer qui a été aussi pris en compte parce qu'avant d'être responsable de marché, je m'occupais effectivement de mise en relation entre designers et industriels. Et c'était important de présenter des personnalités différentes qui pouvaient répondre au cahier des charges avec un regard, avec une esthétique, avec une culture qui pouvait être différente selon qu'on était formé à l'école Boulle, à l'école de design de Nantes ou à l'école l'ENSAD ou l'ENSI. Ça, c'était le premier élément. Donc la personnalité du designer joue beaucoup. Et l'éco-conception a amené beaucoup. Donc moi j'ai un exemple, l'opération Éco-Design Bois Bourgogne, où on avait travaillé sur une chaise visiteur, où il y avait des piétements en métal, une coque en plastique, de la mousse, du tissu, et on a remplacé ça par une tige de métal avec juste deux coques en multiplie. Et on s'aperçoit que l'éco-conception avait amené de l'innovation en retravaillant simplement des matériaux relativement classiques finalement. Donc design indissociable de l'innovation.
Sur cette question, peut-être même vous, un exemple aussi, allons-y. Ouais, un exemple quand même assez emblématique maintenant dans la profession, c'est ce qu'on a pu porter dans le cadre du projet Adivbois des immeubles en bois grande hauteur. On s'est aperçu que au-delà du geste architectural de l'immeuble en bois en termes de structure, il y avait toute cette notion du vivre-bois qui a émergé, et ce vivre-bois est en train de faire naître toute une réflexion autour du design et des produits, de l'agencement, puisqu'aujourd'hui les gens qui veulent ou qui aspirent à habiter dans des immeubles en bois sont très sensibles à ces aspects du vivre-bois. Et le vivre-bois, ça passe effectivement par le design des produits d'aménagement et d'agencement, dans l'association d'un sol, d'un mur habillé en bois, des portes et fenêtres, des escaliers, du mobilier, de l'agencement. Et il est très intéressant de voir que finalement, ce projet architectural de structure est largement guidé par cette notion de vivre-bois, et qui est largement elle-même est guidée par le design du produit et de l'agencement. Voilà, donc important de voir le bois et de le Exactement. vivre. Nicolas Vizier, vous vivez dans le bois. C'est le bâtiment B qui a été donc construit à Nantes, sur l'île de Nantes. Vous nous avez amené des photos, et donc je vais vous demander de les commenter sous cet aspect du vivre-bois et du design bois. Alors, comme le disait Dominique, le vivre-bois, nous, on est vraiment dedans. On se trouve sur l'île de Nantes, dans le quartier de la Création. Donc, l'idée, c'était pas que de faire un bâtiment en structure bois, c'était aussi tout l'aménagement intérieur. Donc, les premières photos que l'on voit, ce sont des chaises qui sont en chêne, tous les meubles ont été faits par des entreprises de notre filière, de la région. Là, elles sont en chêne. Elles ont une particularité, c'est qu'on ne le voit pas très très bien sur cette photo-là. Elles ont 3 hauteurs différentes. On le voit beaucoup mieux ici. C'est-à-dire que quand on est derrière, quand on est devant, on ne va pas gêner les gens qui sont derrière. Et puis, il y a aussi un seul accoudoir. L'idée du designer avec qui on a travaillé, c'était qu'il se passe quelque chose. On veut absolument être dans un bâtiment, on vit dans le bâtiment, on ne vit pas à l'extérieur. Donc il y a aussi un choix sur les couleurs. Moi j'avais toujours entendu petit qu'il fallait pas mélanger du orange et du rouge. Et là, écoutez, je sais pas pourquoi, ça marche très très bien. Donc des entreprises locales qui réinventent un petit peu, tout en gardant une essence très classique pour faire des meubles, des meubles en chêne. Et on fait une salle de conférence avec 100 places. Et la particularité de ces 3 hauteurs de chaises, c'est que la salle n'est pas gradinée, donc on peut enlever les chaises, on peut l'utiliser pour autre chose. Là, on est dans l'atrium du bâtiment. C'est l'aspect bâtiment, là, cette fois-ci, du à l'étage. Voilà. Donc le bâtiment, la structure elle-même c'est de l'aménagement. C'est-à-dire que l'idée de l'architecte, qui au départ, quand il a fait ce bâtiment, il savait très bien qu'on allait vivre aussi avec ce bois. Donc on voit derrière encore du chêne qui est en fil lamelle horizontale. Et puis vous avez aussi tout le mobilier que vous allez retrouver. Là, vous avez 3 fauteuils bleus qui sont pareils, qui ont été dessinés par des entreprises de la région pour retrouver justement un lien entre la structure, le bois qui va permettre de tenir ce bâtiment et l'aménagement intérieur. On aperçoit par exemple le parquet en chêne ici même, c'est-à-dire que chaque petit détail finalement, on ne sait plus trop si ça sert pour aménager, pour décorer, ou si c'est pour tenir le bâtiment. Et alors je pense qu'il y a d'autres photos qu'on va voir juste après. Alors il y a eu un travail aussi de fait sur les luminaires, des luminaires en peuplier. On a un travail qui a été fait aussi, vous voyez là sur les canapés à gauche. L'idée c'est de pouvoir mettre des livres en même temps qu'on est accoudé sur son canapé. On a des boîtes en bois qui sont présentes, qu'on aperçoit sur les photos ici. Ce sont des boîtes qui sont utilisées généralement par des entreprises de notre filière et qui sont détournées pour être mis justement en scène. Voilà, finalement tout ça est assez simple, mais je peux vous dire que ce bâtiment existe depuis 5 ans et tous les gens qui rentrent à l'intérieur comprennent tout de suite, il n'y a pas besoin de leur expliquer, qu'il se passe quelque chose qui n'est pas tout à fait classique. Et c'est cette image-là que l'on véhicule à travers. Alors aujourd'hui, c'est 60 000 personnes qui sont passées dans ce bâtiment et que chacun, en rentrant dedans, comprenne qu'il y a une histoire un peu différente qu'on raconte. Voilà, cette histoire de modernité, là, elle a été faite par le choix des entreprises, la volonté d'avoir un designer, le fait de pousser un petit peu par rapport à un cadre établi.
Pour nous, ça nous a pas coûté cher et ça nous rapporte beaucoup. Vous pouvez nous rappeler le nom de l'architecte et puis éventuellement des designers qui sont intervenus? Alors, l'architecte, c'est Philippe Barré de l'agence Barré-Lambeau. Et donc, le designer, c'est Philippe Danet, qui est designer et qui est aussi prof à l'école Pivot à Nantes. Voilà, donc on se sent bien dans ce bâtiment designé en bois. Très on peut bien. parler comme ça. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre petit échange. Et là, je voudrais savoir, moi, maintenant, comment on va intégrer le design à la stratégie des entreprises. Parce que c'est bien, hein, on a vu que c'était agréable, mais comment les entreprises, elles, font pour intégrer cette notion de design et pour pouvoir, évidemment, se développer avec ça? Qui veut se lancer? Je peux commencer en disant que l'école du bois peut intervenir à deux niveaux, comme une fusée à deux étages. La première, c'est que comme je m'occupe d'élèves en apprentissage, ingénieurs en apprentissage, ils passent la moitié des 3 ans de temps de formation en entreprise, dans la même entreprise d'accueil. Et dans les enseignements que je coordonne, il y a design produit, design d'espace, architecture. Donc il y a effectivement un éveil qui est fait en classe et qui a des répercussions dans chaque entreprise. Et il y a un certain nombre d'ateliers où on vient aussi prendre les sujets des entreprises quand elles les proposent et les traiter ensemble. Ça, c'est le premier étage qui est relativement traditionnel pour une école. Le deuxième, c'est qu'on réfléchit directement avec les industriels de la filière à essayer de mettre en place un processus d'innovation. C'est plus que de l'amélioration continue, c'est vers de l'innovation incrémentale, voire innovation de rupture. Et là, on cherche à mettre en place des formations sous forme d'initiation en petit déjeuner, puis après de modules un peu plus longs pour prendre un sujet et les traiter avec eux. Là, qui vient à ces formations? Qui assiste à ces formations? C'est des industriels qui ont quelque chose à vouloir à traiter, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un problème en disant on voudrait améliorer tel ou tel élément, comment l'école peut être un soutien pour nous à travers sa méthodologie, les étudiants et des lieux adaptés. Donc c'est un moyen de se développer hein, avec le design. Monsieur Jarnia, vous, comment vous voyez les choses? Comment les entreprises doivent s'emparer du design pour leur développement? Une des idées, c'est de créer une personnalité à une entreprise, une identité de marque, une identité de style, parce que l'offre, elle est pléthorique. Donc, alors d'abord, il y a tout un travail pédagogique avec le designer, avec le chef de produit, avec l'acheteur, en disant qu'on est devant une grande pauvreté culturelle sur le terme du bois. Parce que si on demande à ces gens-là quel est le prix d'un meuble en bois avec 2 tiroirs, ils vont dire entre 10 et 1000 euros, ils ne savent pas. Si c'est fait en plaquage, si c'est laqué, si c'est du stratifié, du mélaminé, tout ça, au départ, ils en ont une notion qui est très puérile, finalement. Donc, ils ont envie de travailler le bois, ils sont assez fascinés. Et une des difficultés, c'est de faire venir les designers assez facilement, mais les acheteurs beaucoup plus difficilement, dans les entreprises pour aller voir ce que c'est qu'un bout de bois, une machine, un vernis, une laque, etc. Donc là, il faut montrer la matière, il faut montrer ce qu'on fait. Et dès qu'on leur montre, ils en tombent amoureux. Donc c'est relativement facile après d'avoir une pédagogie vis-à-vis de ces gens-là. Mais la formation des acheteurs sur les différents matériaux issus du bois, elle est relativement légère quand même. Donc on est sur des notions comme ça qui sont liées à des aspects techniques. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ça, Dominique a beaucoup œuvré là-dessus, c'est de passer de l'objet au projet, c'est-à-dire de dire à un designer que tu veux dessiner ta chaise, c'est normal, parce que tout le monde a dessiné sa chaise dans le monde du design. Mais derrière, pose-toi la question de qui s'en sert, dans quelles circonstances, dans quelles conditions et dans quel environnement. Donc aujourd'hui, si on remet en cause tous les espaces de vie, c'est parce qu'on a tous changé dans nos usages, que ce soit la cantine, l'hôpital, le bureau, la maison, le studio d'adolescents. On a des manières de s'asseoir, des manières d'utiliser le meuble qui sont différentes. Et c'est ça qui crée de l'innovation. C'est à la fois dans l'usage, dans le matériau, et après, il y a l'esthétique en plus, bien évidemment. D'accord. Donc c'est pas seulement le matériau, c'est aussi l'usage qu'on en fait oui, et la manière dont on va se comporter avec. Absolument, absolument. Monsieur Weber, sur cette question de développement des entreprises, de mettre en avant le design pour assurer son développement. Je dirais dans la filière aval du bois, de façon générale, hormis l'ameublement, cette culture était relativement peu répandue. Aujourd'hui, et c'est vrai que ma casquette ameublement, j'ai vocation à sensibiliser
nos confrères dans le panneau de process, dans la construction bois, dans la deuxième transformation du bois, leur dire qu'aujourd'hui, fabriquer, imaginer des produits en bois, ben, ça se fait en fonction aussi des besoins et des goûts des usagers. Donc ça, c'est important que cette dimension, et Philippe l'a bien exprimé, au-delà du design de produit, le design d'usage me paraît indispensable. Et ça, c'est assez nouveau dans la filière. Donc c'est tout un travail collectif qu'on a mené dans le cadre d'Adif Bois. Et j'en profite pour remercier Nicolas parce que je pense que c'est vraiment l'expérimentation qu'Atlan Bois a démontré de ce lien entre l'aménagement, l'agencement et la structure du bâtiment qui a amené tout ce travail aujourd'hui de conceptualisation autour du vivre bois et de ces immeubles en bois, mais qui ne sont pas simplement des immeubles de structure en bois, mais aussi des immeubles où on se sent bien. Et je pense que ça c'est une volonté en tout cas forte que je manifeste auprès de mes confrères de la Val du Bois, leur dire réfléchissez non pas simplement en produits, en process industriel, réfléchissez aussi en termes d'usage, à qui vous vous adressez. Et je crois qu'aujourd'hui, nos clients sont en attente, lorsqu'ils utilisent du bois, de comprendre et que cela raconte une histoire. C'est important. Raconter une histoire, être bien, avoir le bon usage, hein, du bon usage du bois, on pourrait dire. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bien. Non, je passe la parole à Nicolas. Nicolas, sur cette question, pareil, hein, de l'intégration, enfin, de cet aspect design, hein, pour aider les entreprises à se développer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on reste encore assez classique et dans le bâtiment, on n'ose pas aller plus loin. Et chaque fois qu'on a des expériences avec des menuisiers, voire même avec des charpentiers, etc., de leur montrer qu'on va pouvoir faire autre chose en intérieur. Et on va d'abord trouver des clients qui sont demandeurs d'autre chose, qu'avec le même matériau, finalement, avec des choses traditionnelles, on peut faire des choses nouvelles. Et ben, ça marche bien. Aujourd'hui, on a la chance quand même, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., de voir tout ce qui existe au monde. Hein, vous allez sur Pinterest et vous voyez tout ce qui existe dans le monde entier. Donc, il faut oser et on est encore à un stade, à mon avis, où l'entreprise a besoin d'innover, de plus de créativité et d'oser. Je vois, par exemple, il y a certaines entreprises à Nantes, parce que c'est là où on travaille, où j'habite, dans la communication qui se donne un petit peu de moyens en intérieur, qui osent des choses. Alors, on voit des choses extraordinaires qui finalement sont pas si chères que ça. Donc, pour que l'entreprise y aille, il faut qu'elle arrive bien à comprendre qu'il y a un marché, qu'on va pouvoir gagner sa vie, avoir de la valeur ajoutée, et puis derrière, trouver des gens qui ont des idées. Il y a beaucoup de jeunes qui tapent à la porte aujourd'hui, l'école de design à Nantes, l'école Pivot, tu parles de l'école Super du Bois, les jeunes architectes. Nous, cet été, on a des jeunes, un collectif de 12 architectes qui nous ont fait une œuvre qu'on a accrochée à notre bâtiment. J'ai oublié d'amener la photo avec 760 cagettes qui étaient accrochées au bâtiment. Je peux vous dire que ça a fait un malheur. On a multiplié par 2,6 le nombre de visiteurs de notre bâtiment grâce à 760 cagettes. C'est quand même étonnant. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Il faut oser. Et ça coûte pas toujours si cher que ça d'oser. On a osé aller plus loin et finalement pas quelque chose de plus cher. C'est cher le design et puis ce sera le dernier petit tour de table puisqu'on arrive à la fin de notre échange. Le design, c'est surtout cher quand on n'en fait pas. C'est-à-dire que un designer ou un créatif, c'est quelqu'un qui va essayer de penser quelque chose qui est impensable au départ. Ça va devenir indispensable après, mais c'est impensable au départ. Encore faut-il y penser. Donc encore faut-il être sollicité et le faire. Donc un consultant coûte le même prix qu'un consultant en marketing. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller chercher des compétences chez les designers. Monsieur Jarnier, une petite conclusion. Oui, ça coûte cher le designer, ça coûte cher l'architecte d'intérieur, ça coûte cher l'architecte aussi dans les bâtiments. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est incontournable, comme d'avoir une machine à bois performante, comme d'avoir des services marketing performants. On ne peut plus laisser la place comme ça en disant il y a tout un pas de l'entreprise que je vais laisser de côté parce que moi je veux faire comme mon grand-père. Enfin, tout ça c'est plus possible. Donc on a des entreprises qui font aujourd'hui du design en même temps qu'elles font de l'export et de la politique marketing et de marque.
Et les trois sont indispensables pour exister aujourd'hui, hein. Autrement ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Non. Sur cet aspect, tout à l'heure, on avait un petit débat sur la nécessaire digitalisation, on va dire, des artisans. Est-ce que ce phénomène de digitalisation, du numérique, change le design et change l'image du bois? Je crois pas. Je crois qu'au contraire, le digital est un formidable accélérateur de mise en avant de la création, de l'innovation et du design en particulier. Non, je crois que c'est une vraie chance aujourd'hui pour nos artisans et pour nos industriels d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et dans le sur-mesure aujourd'hui qu'attend finalement le consommateur et l'usager. Ce sera le mot de la fin, Nicolas Vizier, sur cet aspect design. Et puis, sur le fait, je voudrais revenir sur un peu ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait de se sentir bien dans un immeuble en bois, dans un environnement en bois. Je sais qu'il y a eu des études faites sur le sujet. Qu'est-ce qui ressort de ça, de ce design qui est aussi quelque chose de visuel, hein, d'une sensation qui n'est pas vraiment palpable? Alors en fait, il y a très peu d'études qui ont été faites sur le sujet et nous, on serait vraiment demandeurs qu'il y ait des études scientifiques faites sur le bien-être à vivre dans le bois. Il y a les Scandinaves qui ont sorti une étude, mais qui a déjà quelques années. Et nous, on a la chance d'avoir un architecte qui s'investit, qui est d'origine anglaise, qui est basé à Paris, mais qui s'investit beaucoup à Nantes, notamment qui travaille sur l'hôpital de Nantes, qui est à la fois biologiste et architecte et très intéressé par le bois. Je crois qu'il faut qu'on travaille ce sujet parce qu'on n'a pas absolument tout compris. C'est vivre avec du bois présent, mais aussi avec de la nature, avec du végétal. Et il me semble que sur ces sujets d'investigation, on va aller très très loin dans les années à venir parce que quand même, on passe notre vie à l'intérieur de bâtiments. Donc c'est un peu surprenant qu'on n'ait pas plus travaillé ce sujet, mais voilà, il y a la biophilie, c'est un sujet vraiment à développer dans les années à venir. À développer, biophilie et design. Le nom de l'architecte, il s'appelle Stephen Ware. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Cette émission est à retrouver donc sur le site de Bâti-Journal TV et aussi sur le site de nos partenaires, Eurobois 2018 et puis bien sûr France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Au revoir.